La mort des jumeaux. La lune rôdait au milieu de la nuit, blafarde d'un teint laiteux. Elle était dans les coins et les recoins de la grande propriété aux murs élevés, crétés de tessons de bouteilles. Elle illuminait la parcelle pendant que la fête arrivait à son comble. Des danseurs évoluaient sous des exhortations frénétiques. Les musiciens rivalisaient de virtuosité. Des instruments de musique traditionnelle animaient l'événement. Des jumeaux étaient nés. À minuit, les jumeaux apparurent, nus comme des vers. Ils avaient été enduits du tukula, le kaolin blanc et ocre, sur le front, sur le ventre, dans le dos. De larges rayures bardaient leurs joues qu'ils avaient replètes. Ils étaient pareils, identiques à tous points de vue. L'un joufflu et dodu, l'autre dodu et joufflu. Muambuyi, surnommée en langue des Blancs, mère double portait les nouveau-nés à bout de bras, chacun agrippé à son épaule. Elle dansait, le visage peinturluré, les yeux en feu, vifs et hagards. Ses mamelles lourdes de la double maternité souquaient à gauche, tanguaient à droite de son buste, retenu par un large pagne plié. Son ventre nu, bombé, sa face, ses bras et ses jambes portaient les couches épaisses du kaolin, tranchantes. On l'exhortait, on la gourmandait. Des propos scandaleux fusaient, sans pudeur. C'était ça la coutume. Chambouilly, le père double, suivait sa matrone et ses moutards. Tout son corps était recouvert des mêmes marques d'argile ocre. Plus leste, de grande taille, il se balançait sur ses perches, déjà émoustillé par l'alcool frelaté qu'il avait ingurgité pour la circonstance. Ses prunelles en feu, le chant à la bouche, il était sous le contrôle du rythme envoûtant. On l'acclamait, on vantait sa virilité éprouvée. On le cancanait. C'était ça, la coutume. Les jeunes gens du clan ne voulaient pas être en reste. Ils avaient formé un cercle où ne s'aventuraient que les hardis compétiteurs, qui s'adonnaient à démontrer leur prouesse dans la foule en liesse. Indifférents à l'ambiance frénétique autour d'eux, les jumeaux dormaient maintenant côte à côte dans leur grand berceau d'oseille. Un moustiquaire de gaz transparent les enveloppait pour les mettre à l'abri des piqûres des insectes, mais aussi des regards et des mains des jaloux, des envieux et des sorciers. Prêt à frotter un méchant gris-gris sur la peau tendre des nouveau-nés. Ce geste criminel fait sortir des pustules, de la gale ou de la gangrène sur l'épiderme. Il est prisé par les épouses rivales. D'où une garde rapprochée autour des nouveau-nés par une meute de cousins fidèles, prêts à en découdre avec n'importe qui, tenterait d'approcher leur protégé. Tout à coup, le territoire de sécurité fut envahi par la horde de nouveaux danseurs, le berceau arraché et ballotté par 1000 bras, projeté en l'air par des mains alertes, recueilli dans des paumes hospitalières. Toute la tragédie humaine transfigurée dans un ballet fou, une chorégraphie mélodramatique, fantasmagorique. Enfin, on déposa le double colis assoupi, la foule se dispersa à nouveau, puis la danse et le chant firent place à un chœur uniquement composé par les anciens du clan. Le visage fripé des vieillards dandinait, mais ils avaient encore le pied leste. Leur air grave tranchait sur cette atmosphère de gaieté qui entourait les environs. Le temps pour les jeunes de se retirer. La scène initiatique commençait. Moment crucial. Les anciens étaient en train de conjurer le sort, de jeter l'anathème aux sorciers présents ou absents. Un à un, les danseurs tombaient, leur joie et leur frénésie vaincus. Un à un, ils endormaient leur corps fatigués sur les ventres des tam-tams abandonnés. 5 ans après. À 5 ans, la ressemblance des jumeaux restait toujours aussi saisissante. Quand ils étrennaient leurs nouvelles culottes, coiffaient leurs casquettes pour accompagner les parents au culte dominical, ils étaient tels 2 gouttes d'eau. Comme la tradition le veut, ils furent appelés Kanku, le jumeau aîné, et Mbuyi, le puîné. Au fil des jours, la ressemblance des enfants, d'abord une fierté, devint progressivement un malaise grandissant. En effet, dès qu'ils furent précocement conscients de la confusion qu'ils créaient autour d'eux, les enfants s'employèrent continuellement à épaissir l'embarras. Les parents en firent les frais. « Kanku » interpellait Père Double face à un jumeau. « Non, je ne suis pas Kanku. Moi, c'est Mbuyi. »« Mbuyi » appelait Mère Double apercevant un jumeau. « Non, je ne suis pas Mbuyi. Moi, c'est Kanku. » Ce qui avait prenait l'allure d'une simple méprise devint rapidement une quotidienne éprouvante pour les parents. Ce qui était un jeu au départ pour les enfants se mua en un plaisir malicieux et sarcastique. Les jumeaux ne s'empêchaient plus de rire aux dépens de leurs géniteurs.
Ils les firent réellement souffrir, surtout la mère. Le scénario de brouillage identitaire continuait. Les parents toujours se méprenaient et les enfants s'en donnaient à cœur joie, s'esclaffant derrière leur dos. Un jour, un des jumeaux retourna de ses jeux avec une longue estafilade encore sanguinolente sous le menton causée par un bris de bois ou une épine florale. Capi, la grande sœur des jumeaux, aperçut la blessure et s'empressa de soigner son petit frère. Pendant qu'elle imbibait l'ouate d'alcool, une pensée s'incrusta dans son esprit. « Cette écorchure me donne une idée, se dit-elle. Capi était témoin des efforts de ses parents pour identifier ses petits frères, et elle non plus n'en menait pas large. L'occasion était trop belle. Elle imagina une stratégie pour démasquer les futés frères. « Qu'est-ce que tu t'es fait au menton, mon petit bonhomme ?»« Ce n'est rien, Yakapi. Où as-tu laissé Kankou ? Je l'ai laissé devant la maison quand je suis sortie. » Le jumeau innocemment s'était trahi. « Vous voilà pris dans la trappe, mes petits coquins. Rira bien, qui rira le dernier. » Le jumeau avec écorchure était Mbouyi et celui sans écorchure était Kankou. Facile. Il suffisait de cet incident pour mettre fin à la constante méprise. Elle se promit d'en parler à sa mère le plus vite possible, ne s'empêcha pas de regarder le gamin droit dans les yeux comme pour lui signifier que la comédie était bel et bien finie. Dès les soins terminés, Mbouyi disparut. Capi retrouva sa mère à la cuisine et lui narra le fait. Le repas du soir regroupait toute la famille. Ce soir-là, 2 personnes étaient impatientes d'être à table, Capi et sa mère. 10 minutes s'écoulèrent, les jumeaux se faisaient attendre. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Puis, le premier vint. 2 regards inquisiteurs se braquèrent sur le menton du gamin. Capi et sa mère poussèrent un soupir de soulagement. La blessure était bien visible. Mbouyi vint s'attabler à côté de sa sœur. Puis, le deuxième jumeau vint à son tour. Capi et sa mère ne purent retenir un cri de déception. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Le deuxième jumeau avait sous le menton la même estafilade. Même taille, même rougeur. Aucun doute possible. C'étaient des blessures, jumelles. Après cet incident, Capi, la grande sœur des jumeaux, s'était enfoncée dans sa solitude. On se faisait beaucoup de soucis pour les jumeaux, malgré leur espièglerie. Capi en écumait de rage. C'était la période d'avant le vendredi saint. Les parents laissèrent les jumeaux et leurs sœurs pour le culte vespéral, promettant de rentrer vite avant le repas. 2 heures ne s'étaient pas écoulées qu'une panne de courant intervint sur tout le quartier. Dans la maison abandonnée par les parents, dans cette obscurité épaisse, les jumeaux eurent très peur. Ils avaient laissé leur sœur à la table à manger. Ils s'y précipitèrent donc pour leur sécurité. Ils l'encadrèrent sans ménagement. Ils se serraient contre elle, preuve qu'ils ne supportaient pas les ténèbres. Au lieu de les calmer, Capi les rabroua vertement. Une folle envie de les souffletter à tour de bras dans cette obscurité complice. La gifle partit à toute volée sur la droite. Elle partit à toute volée sur la gauche. 2 cris de douleur, des pleurs. Mais ils étaient toujours serrés contre elle, libérant leurs écluses. Capi savoura sa victoire. Les pleurs cessèrent brutalement et surprirent Capi. Les jumeaux disparurent comme par enchantement. Le temps s'égrenait et Capi s'inquiétait. Les jumeaux risquaient de se blesser, de tomber sur quelque obstacle dans le noir. Elle voulut se lever. Des bruits indistincts la retinrent sur place. On bougeait sur sa gauche, on bougeait sur sa droite. Des mouvements furtifs qu'elle identifia comme des pas feutrés et rapides d'enfant ou d'animal. Elle avait 10 ans et n'allait pas se conduire comme un pleutre. Tout d'un coup, elle sentit 4 petites mains